Peu après avoir rencontré Frédéric lors d'un match de padel, nous avons eu une conversation sur comment le travail est perçu entre les différentes générations. Cette conversation met dans l'idée de lui proposer ce podcast pour approfondir sur le sujet. Mes questions vont tourner autour de notre différence de génération et de sa perspective en tant que directeur d'une entreprise. Quelle sera la vision de Frédéric sur le travail? Et voilà, c'est parti. On est parti dans notre conversation. Avec plaisir, Laura. Donc, pas d'introduction. Je passe directement au vif du sujet. Parfait. Donc, la première question que je pose aux personnes avec qui je parle, c'est quoi pour toi le travail? Qu'est-ce que ça t'évoque, le mot travail? Il y a plusieurs facettes, mais déjà le travail, on peut dire que c'est une occupation. Et c'est une occupation qui remplit quand même beaucoup de notre temps. Après, je pense que, hormis ça, le travail, c'est un concept. Enfin, à mes yeux, c'est un concept. C'est aussi une valeur, puisqu'on s'aperçoit qu'une fois que nous avons fait nos parcours d'étudiants et que nous rentrons dans la vie professionnelle, qu'entre la rentrée dans la vie professionnelle et la retraite, à laquelle on aura tous droit un jour, je ne sais pas à quel âge, mais on ira tout droit un jour, ça nous occupe quand même une grande partie de notre vie. Malgré les évolutions dans les générations ou l'évolution du travail en lui-même, je pense que ça construit aussi un homme, une femme, dans sa vie professionnelle, dans ses relations professionnelles, mais aussi dans ses relations sociales, et que tout ça est un environnement. Après, le travail, je suppose que si on va sur des sites comme Wikipédia ou d'autres spécialisés, on va avoir moult définitions. Je pense juste qu'il y a de grosses évolutions dans cette notion de travail, si on prend des exemples, je pense que le travail, dans les siècles passés, mais aussi au XXe siècle et encore plus au XXIe siècle, à chaque période, à chaque génération, il y a des évolutions sur le travail. Si on prend une image française aussi, on voit qu'au XXe siècle, la notion de travail a beaucoup évolué en termes de pénibilité et d'évolution plus ou moins positive, avec, je pense, de moins en moins de pénibilité. D'un côté, la notion de travail, il y a aussi la notion de repos, et on a vu que là aussi, dans l'évolution de l'histoire de France ou même d'autres pays, on a eu l'introduction d'une première, puis d'une deuxième semaine de congé payé, puis d'une troisième, puis d'une quatrième, puis d'une cinquième, qui sont, en tout cas pour la France, à chaque fois des moments charniers, des moments charniers et des moments clés de l'évolution. Après, si on revient plus sur la plus courte période et les quelques années qui viennent de passer derrière nous, je pense qu'il y a des grosses évolutions dans la perception du travail. C'est peut-être que mon avis personnel, et j'espère que tu pourras le confronter avec d'autres interviews de personnes de différents horizons et divers horizons. Mais je pense qu'on est passé d'une notion de travail telle qu'il nous a été inculqué par nos parents. Moi, je viens d'avoir 50 ans, donc je suis d'une génération peut-être différente, mais sur lequel, en fait, le travail était un projet de vie. C'est-à-dire qu'il fallait faire ou pas des études, peu importe, mais une fois ce cycle d'études, qu'elles soient intellectuelles ou manuelles, terminé, il fallait donc construire son évolution autour du travail. C'est-à-dire que le travail était partie intégrante au projet de vie. Après, avec des gens qui sont plus ou moins carriéristes, qui construisent beaucoup de choses au niveau du travail, mais quelque part, c'était construire sa situation professionnelle ou personnelle autour du travail avec des valeurs d'implication au travail. Je ne dis pas que les nouvelles générations sont moins impliquées, mais je pense que dans les 2-3 dernières années, on a tous vécu, et là c'est l'avantage, c'est pas un problème, une situation franco-française ou européenne a été mondiale avec le Covid. Et ce que je dis, moi, dans mon environnement professionnel, c'est que de toute façon, la façon d'appréhender le travail, l'organisation du temps de travail, les moyens que l'on met autour du travail, il y aura un avant et un après Covid. Voilà, typiquement, dans beaucoup de pays, notamment en France, mais dans beaucoup de pays, il y a eu en quelques mois une révolution, une accélération du mode télétravail. Voilà, j'étais dans certaines entreprises, dont la mienne, il y a encore quelques années, quand on osait dire le mot télétravail, limite c'était le mot à pas dire, puisque en gros un télétravail, par rapport à des gens d'une certaine génération, un travail, c'est-à-dire c'est d'arriver dans un environnement
physique, par exemple comme ici dans des bureaux, à une heure de début, à une heure de fin, avec des pauses. Donc quelque chose de très cadré, très réglementé. Et avec le Covid, il a fallu complètement s'adapter et on est passé sur des notions de télétravail où les gens, et force est de constater, ont su et ont dû s'adapter, mais dans une notion de travail. Donc, et je pense que avec l'évolution des générations et de ce télétravail, on est passé pour moi de notions de valeur de travail qui étaient vraiment très importantes, un élément clé, et on construisait sa vie, son évolution ou professionnelle ou familiale ou sociale autour du travail, à maintenant une nouvelle génération qui se dit je construis d'abord ma vie personnelle, je construis d'abord mes projets de vie personnelle, et le travail, quelque part, je vais être un petit peu provocateur, ne devient qu'alimentaire. Et ça, ce que je trouve qui est intéressant dans ces notions de travail, c'est en fonction, je te dis, des filières que les gens peuvent avoir menées dans leur étude, en fonction d'un caractère ou d'un héritage générationnel, et aujourd'hui d'éléments contextuels qu'ont été la crise du Covid. C'est que je pense que le travail est une notion, une valeur qui depuis des années, et j'espère encore pour des années, des décennies, des siècles, va être une valeur qui va perdurer. Mais je pense qu'on est rentré dans un cycle où la perception des gens vis-à-vis du travail, on va avoir, comme dans les technologies, beaucoup de ruptures. Aujourd'hui, il y a le télétravail. Je pense que c'est quelque chose qui va être grandement resté dans la mœurs, qui va imprégner le mode de fonctionnement des entreprises, l'organisation du temps de travail, et même le management, et je dirais les dirigeants d'entreprise qui doivent maintenant intégrer cette notion de travail dans l'organisation du temps de travail dans leurs équipes, dans des critères de recrutement. Je vois dans mon environnement professionnel, sur certains profils, dès les premiers entretiens, peut-être pas la première, j'exagère, mais la 4-5e question va être « Mais comment vous organisez le télétravail ? À combien de jours de télétravail je vais avoir ? Quelles sont les modalités ?» Donc aujourd'hui, si on ne s'adapte pas à cette évolution du travail, je pense que ça serait compliqué. Mais pour moi, c'est une notion qui va perdurer, et comme beaucoup d'autres concepts, qui s'adaptent au fil du temps, mais maintenant, je pense, avec une adaptabilité et des ruptures qui vont être de plus en plus proches. Avant, je pense que des notions comme le travail pouvaient, sur 4-5 générations, ne pas évoluer. Et je pense que maintenant, à chaque nouvelle génération, ça va plus vite, il faudra s'adapter. Aujourd'hui, on fait du télétravail, mais peut-être que demain, on aura encore des outils encore plus modernes, encore plus puissants, encore plus collaboratifs. Et peut-être, je ne sais pas, j'espère qu'on vivra, toi et moi, le plus longtemps possible, mais peut-être que dans 10-15 ans, en fait, la normalité, ça sera le télétravail. Déjà, merci beaucoup pour cette première question et pour cette première réponse à ma question, parce que c'est marrant, les questions que j'avais préparées, tu as déjà répondu à une partie de mes questions. Pourquoi ? Parce que justement, le but de m'entretenir avec toi, de parler avec toi, c'était, pour moi, c'était cette question des perceptions. En fait, avant de parler ici, on avait un petit peu échangé. On avait un petit peu échangé, et c'est ça qui m'intéressait. Donc, j'ai très, très bien aimé ta réponse. Et je voulais rebondir, j'ai noté pas mal de choses, mais la première chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est sur l'endroit. J'étais dans une anecdote. Je changeais avec mon beau-père il y a quelques semaines, et il me disait, son beau-père, le grand-père à ma femme, lui avait fait une remarque. Il s'était fait construire une maison dans les centres de la France, à quelques kilomètres de l'usine. Et le beau-père de mon beau-père lui avait dit, pourquoi tu ne te fais pas construire à côté de l'usine ? Donc, cette mentalité d'il y a 2 générations, l'endroit, c'était à côté de l'usine. Exactement. Après, la génération d'après, il a voulu prendre de la distance avec le travail. Et là, maintenant, avec ce déclencheur de la pandémie, on veut maintenant que l'endroit du travail ne soit pas défini, qu'on puisse travailler là où on veut. Typiquement, pour rebondir si je peux à ton propos, c'est typiquement générationnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à une époque, tu construisais ta vie, mais par rapport à la localisation de ton travail. Et il y a eu des générations, alors je pense que plus le temps passe et moins il y en a, et il y a eu des générations qui étaient capables de faire l'intégralité de leur carrière professionnelle dans la même boîte et au même endroit. Donc c'était logique, parce qu'il y avait le travail, qu'il fallait que le projet de vie, personnel, familial, les enfants, se construisent autour du travail.
Bon, après, à leur cœur défendant, les nouvelles technologies de l'information et de la communication à cette époque-là n'existaient pas. Et même pour des métiers qui ne nécessitaient pas, je dirais, des travaux physiques sur un lieu, un endroit qu'on dit « je vais au travail », ne pouvaient pas le faire. Et là, on voit bien, à mon avis, le transfert, c'est aujourd'hui, et je le vois moi dans mon environnement professionnel par rapport à des recrutements de jeunes ingés à Bac+5, Bac+5, c'est d'abord, je construis mon projet de vie et je veux habiter là, je veux avoir ça autour de moi en termes d'activités culturelles, sociales, sportives. Et une fois que j'ai ça, après, je trouve du travail. Et si le travail est loin, c'est pas grave. Et je pense que ça va être démultiplié avec la pandémie mondiale qu'on a connue pendant 2 ans, puisque maintenant, en tout cas dans beaucoup de pays, je pense, le télétravail est et va rentrer dans les mœurs. Donc aujourd'hui, dire je veux moi travailler dans la campagne normande parce que je veux trouver une longère avec 1000 mètres carrés, mais parce que je sais que je pourrais peu ou prou faire exactement le même travail à ma boîte qui est à 150 km, eh ben, aujourd'hui, les moyens permettent de le faire. Et c'est ça qui est en train de changer. C'est-à-dire qu'avant, on avait le lieu du travail. À partir de là, on trouvait son habitation, on construisait son projet social, sociétal, familial, et on espérait que l'usine, que l'activité perdure le plus longtemps possible, et de faire l'intégralité de sa carrière proche de son travail. Maintenant, je pense que c'est complètement fini et que tous ces outils permettent de dire demain, je peux postuler à un poste. Voilà, j'ai envie d'aller travailler, je ne sais pas où, de m'installer en région bordelaise. Bon, je vais à Bordeaux, mais je suis plus contraint de dire il faut que je trouve du travail à Bordeaux. Tu peux très bien te dire je vais travailler à Bordeaux, mais je continue de travailler pour une boîte à Nantes, à Lyon, à Paris, à Marseille. Et ça, je pense que ça veut dire que les valeurs autour du travail risquent de changer. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais le côté un petit peu alimentaire. C'est qu'avant on travaillait pour se construire, maintenant on se construit en dehors du travail, et le revenu lié au travail, entre guillemets, est considéré comme un revenu alimentaire, puisque certains mettent des objectifs ou des prérequis à leur réussite qui ne sont plus forcément liés au travail ou à la localisation du travail. C'est ça qui est assez, entre guillemets, assez marrant, parce que on voit que ça évolue. Et par contre, je pense que les cycles d'évolution, sans vouloir me répéter, je pense qu'ils vont être de plus en plus réguliers et fréquents. Et à chaque changement de génération, je pense qu'on aura des nouveautés. J'aimerais bien revenir à le mot France. Depuis très longtemps, j'ai entendu que dans le monde anglo-saxon, les gens changeaient des boîtes tous les 2-3 ans. J'ai échangé avec un ami qui habite à Londres. Il m'a dit, ici, en fait, les gens, il y a même qui changent tous les 8 mois, tous les 9 mois. Enfin, c'est vrai qu'à Londres, il y a beaucoup de possibilités. Mais ça, c'est le monde anglo-saxon. J'ai aussi entendu dire qu'aux États-Unis, c'était mal vu de rester dans une boîte pendant plus de 3-4 ans parce que ça voulait dire que tu n'étais pas entrepreneur. La culture qu'on a eue, ou qu'on a pour le moment en France et aussi en Espagne, c'était de je fais ma carrière dans une entreprise. Là, tu es en train de dire qu'avec le télétravail, tout ça va changer parce qu'on met au cœur nos vies personnelles et après on construit autour du travail. Comment tu penses, quelle est ta perception, je reviens sur le mot perception, de à quelle vitesse ça va se produire? Parce qu'il risque d'avoir une rupture générationnelle. Oui. Des gens d'un certain âge qui ont ces habitudes de rester dans un endroit et des gens qui disent, bon, maintenant avec le télétravail, qu'est-ce qui m'empêche de changer? J'ai cette liberté de tous les 2, 3, 4 ans changer d'endroit, changer d'entreprise, ou je ne change pas d'endroit, mais je change d'entreprise. Alors, pour essayer de répondre à ta question de façon courte, ce qui n'est pas forcément ma qualité. Vas-y, on est ici pour parler. Sur le côté, sur Coller France, je pense qu'effectivement, c'est un héritage, c'est un point historique. D'accord. Bon, pourquoi? Parce que, on va pas faire la prétention de faire l'histoire de France, mais si on compare par exemple la France ou l'Europe occidentale par rapport aux États-Unis, l'histoire de la France est beaucoup plus longue que l'histoire des États-Unis. On va pas refaire le Mayflower et autres, mais on voit bien que la construction de cette nation est diamétralement différente à l'histoire et au siècle
qui ont par exemple permis de construire, de créer la France. Voilà, c'était des populations migratoires, soit sur des obédiences religieuses, soit pour des simples choix, soit pour le goût de l'aventure. Et les États-Unis se sont créés sur un melting pot de différentes nationalités, de différentes langues, de différentes cultures. Le poids de l'histoire de France, je pense, est beaucoup plus contraignant. Et on a eu dans l'histoire de France des hommes importants dans l'histoire de France. Alors je ne dis pas s'ils ont été bons ou mauvais, mais on a eu par exemple un Napoléon Ier qui lui a beaucoup structuré la France, le code civil, le code pénal. Et on est rentré dès cette époque dans une espèce de culture de encadrer, codifier, réglementer. Je pense que, et même entre moi, issu de la culture française et toi, la culture espagnole, il y a déjà des écarts, alors qu'on a juste les Pyrénées qui nous séparent. Et on a des écarts, pourquoi ? Parce que tu prends l'exemple, aujourd'hui, pour construire un produit, faire une maison, je pense qu'un architecte en France à mon avis, alors je peux peut-être me tromper, mais il y a beaucoup plus de contraintes réglementaires et tout est compliqué en fait. Donc comme tout est compliqué, je pense que, et c'est comme le droit du travail, la comparaison elle est bien. Si un jour tu as la possibilité, moi je suis un homme du papier, si tu as la possibilité de prendre la dernière version du code du travail en France et de prendre la même à Londres, eh ben, je pense que tu vas avoir ça à Londres et que tu vas avoir en fait un tas qui va être comme ça en France. Donc le code en France, il est, on va dire, 10 fois plus grand qu'en Londres. C'est très compliqué. Les règles d'embauche sont compliquées, les règles de licenciement en France, c'est très compliqué. Tu n'as pas ces problématiques ni aux États-Unis ni en Angleterre. Donc et pourquoi cette mobilité est aussi plus facile ? Parce que d'un côté, je pense qu'en Angleterre, les employeurs ont moins de contraintes de code de travail réglementaire que les employeurs en France. Et donc les employés se sentent déjà beaucoup plus libres. Et culturellement, eh ben, il y a ce côté plus, je ne dis pas volatile, mais plus facile, plus souple, plus aléable, plus adaptable. Je travaille 2 ans dans cette boîte, moi, mais à côté il y a autre chose. Alors que nous, c'est tout un process compliqué. Je pense qu'on est en train de se scléroser sur le travail. Et là, je pense qu'il y a un ami, même si c'est un peu antinomique ce que je veux dire, il y a un ami qui nous a aidé, c'est le Covid. Parce que je pense que le Covid, à terme, va faire exploser tout ça. Et on entend déjà un certain nombre de politiques qui, depuis quelques années, disent mais il va falloir, et je ne veux pas faire de cours de politique, mais certains candidats au présidentiel en France, dans leur programme, avaient prévu et souhaitaient faire un allègement du code de travail. Donc je pense que la période Covid va faire prendre conscience qu'il faut changer quelque chose et qu'il va falloir alléger tout ça. Et en allégeant tout ça, eh ben, je pense qu'on va donner et côté employeur et côté employé plus de liberté, plus de facilité. Et je pense qu'à un moment donné, on arrivera, mais le problème c'est que tout le retard qui a été pris, voilà, il a été pris. Maintenant, c'est à quelle vitesse et à quel moment il va y avoir cette rupture générationnelle. Et pour répondre à ta deuxième question, je pense qu'on n'en est pas loin et que tout est lié sur l'accélération de cette rupture générationnelle par rapport au monde du travail, au concept du travail, aux valeurs du travail et à l'organisation de travail, va dépendre aujourd'hui des tops et des middle management dans les boîtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as des tops ou des middle management qui ont, on y arrivera un jour, mais qui ont 60, 65 ans, voire plus, et il y a encore des patrons, alors peut-être certainement pas dans le CAC 40, mais dans des PME, des TPE, il y a encore beaucoup dans le tissu, je dirais, des entreprises, des patrons qui ont cet âge-là. Et quand, par contre, aujourd'hui, des gens qui sont entre, on va dire, 35 et 50, tu vas me dire, j'étends la fourchette pour me mettre dedans, mais entre 35 et 50, là, ces gens-là, qui ont connu les anciennes valeurs du travail, eux vont se dire, la pandémie, il faut en tenir compte, de toute façon, on n'a pas eu le choix. Et ça, je pense que c'est ces managers-là d'aujourd'hui qui deviendront demain, dans peu importe la structure, des gens qui seront dans le top management. Et c'est ces gens-là qui pourront insuffler, effectivement, en disant le télétravail, c'est plus un gros mot, c'est plus à bannir. Et tu as des entreprises avec la même activité, avec les mêmes outils, avec le même personnel, qui ont augmenté leur rentabilité, leur productivité en 20 et 21. Il y a beaucoup de secteurs. Quand tu auras des classements par activité, il y a beaucoup de secteurs où des entreprises te disent
Alors, il y a eu des entreprises qui ont beaucoup souffert, hein, le service, la restauration, mais dans la prestation de services, dans l'industrie, il y a quand même beaucoup de secteurs qui, s'ils publient leurs chiffres, tu constateras que la productivité, la rentabilité et tous les KPI financiers sont largement meilleurs en 2021 que les années précédentes. Donc, je vais bien faire un espèce de sommaire. Tu me dis, dans le passé, c'est comme ça aujourd'hui parce que il y a un point de rupture, on va dire, c'est à l'époque de Napoléon où toutes les règles ont fait qu'en France. Ouais, je dis pas il n'y a que lui, mais il n'y a pas que lui. Mais Oui. il a créé un cadre. Il a créé un Il cadre. a créé un cadre, des règles, et ce qui fait que derrière, historiquement, ça a évolué, mais tout le monde a continué, et voilà, c'est l'image du code du travail. On a toutes les règles en France au-delà du code du travail. On peut penser à règles de circulation, enfin, on peut penser à toutes les règles qu'on a en France, que ça nous empêche de bouger un peu plus de façon vite ou agile. Et puis, pour le futur, c'est le top et le middle management qui pourra faire changer ça. Ça m'a fait penser une chose. Pendant le passé, ça a été une décision top-down qui a mis ce cadre-là. Là, tu dis, dans l'avenir, ça sera aussi une décision top-down qui pourra faire changer ça. Oui, avec juste un complément, ouais. C'est que, entre guillemets, au niveau du down, pendant beaucoup de temps, le pouvoir décisionnel était sur l'employeur par rapport à l'employé. Ouais. Et aujourd'hui, dans certaines activités, il y a une telle demande que la valeur, on va dire, du salarié et de l'employé a tellement grandi qu'aujourd'hui, il y a un rééquilibrage du pouvoir entre, on va dire, le patron et le salarié. Mais dans l'évolution, je pense à très court terme, mais quand je dis très court terme, je pense que c'est dans les 5-10 ans grand maximum, on va avoir des gens qui ont connu cette période quand même très compliquée et qui a été la période de la pandémie, qui vont dans les 5-10 ans à venir se retrouver dans des positions de top management. Et ces top managers dans 10 ans, ils n'auront pas la même vision et les mêmes valeurs du travail, de l'organisation et par exemple le télétravail que des managers d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut bien se dire, dans certains secteurs d'activité, en fonction de l'âge des dirigeants, le télétravail a plutôt au départ été subi comme une contrainte. Par contre, les gens qui ont vécu cette période-là, je pense qu'il faut dire, mais non, en fait, c'est une question de génération, c'est une question de mentalité et très certainement d'âge. Mais en fait, le spectre va changer. Et d'une contrainte à aujourd'hui, pour certains anciens top managers, ça va devenir une opportunité dans 10 ans. Des gens qui auront connu cette période et qui n'auront plus aucun tabou, aucun problème de retravailler même l'organisation du travail en se disant mais peut-être que le télétravail n'est le début ou qu'une première étape de la révolution de la notion du travail. Peut-être qu'il faut aller encore plus loin sur la flexibilité, sur l'organisation du temps de travail. Je ne sais pas si, mais je pense que comme tu es un garçon intelligent, cultivé, que tu lis la presse, regarde en ce moment des exemples d'entreprises françaises qui ont décidé de maintenir les fameuses 35 heures, mais de réorganiser le temps de travail et au lieu de les faire sur 5 jours, de les faire que sur 4 jours. Donc sur 4 jours, je crois que l'un des premiers à avoir fait ça, d'ailleurs c'est une entreprise espagnole, je crois que c'est Desigual qui a fait ça en Espagne, qui a été l'une des premières grosses entreprises, je dirais, à le faire. Et c'est donc, c'est ça, c'est de se dire, de toute façon, ça sert à quoi de faire 35 heures en 5 jours si et l'encadrement, le management et les équipes sont capables et sont OK pour se dire cette charge de travail, je la fais en 5 jours en augmentant mes amplitudes horaires et par roulement, c'est une partie des équipes ne travaillent pas le vendredi, d'autres c'est le lundi. Mais on voit que c'est hyper bénéfique. Mais c'est bénéfique pourquoi ? Parce que là, il y a un changement de mentalité. Puisque on sait pertinemment que cette journée qui n'est plus travaillée, elle va être faite pourquoi ? Elle va être faite pour le côté vie familiale, le côté plaisir, le côté activité sportive, culturelle. Donc on sait que c'est pour l'à côté du travail. Et ça a évolué. Et je pense que les gens se rendent compte maintenant qu'à côté du travail, il y a une vie. Et c'est pas le travail qui construit ta vie ou qui régit ta vie. Et là, c'est vrai, il y a certaines entreprises, moi j'ai vu aussi en Espagne et aussi ailleurs dans le monde, qui changent ce cadre. La première fois,
qu'un pays avait changé ça, j'avais entendu la Suède. Ils avaient passé, au lieu de 5 jours par semaine à 4, ils avaient maintenu les 5 jours par semaine, mais travaillaient 6 heures par jour au lieu de 8. Il y a maintenant des autres pays qui vont passer à travailler 4 jours au lieu de 5. Mais là, tu as dit de maintenir les heures de travail. Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment maintenir, dans ta perception, maintenir les heures de travail, ou on peut juste supprimer une journée et laisser les autres jours à 7, 8 heures par semaine? Après, c'est toujours pareil, ça dépend de l'activité. Parce que c'est toujours pareil, on parle d'une notion globale, généraliste, qu'est le travail, et on dit, on trouve des règles, on les applique à tout le monde. Mais on voit qu'en fonction des secteurs d'activité, en fonction des types de métiers, c'est pas forcément évident. Voilà. Aujourd'hui, là encore, on est dans un cadre légal, et en France, la semaine, elle doit faire 35 heures. Donc, aujourd'hui, les entreprises qui modifient l'organisation de leur temps de travail en disant on va toujours faire les 35 heures, mais il faut les faire en 4 jours. Donc ça veut dire que si au lieu de faire 6h40, 6h50, tu vas faire tes 7h ou 7h30 pour que dans tes 4 jours, tu puisses effectivement faire les 35 heures en 4 jours au lieu de 5. Mais ça laisse quand même une certaine liberté aux salariés et à tous les membres de l'entreprise d'avoir une vie et de pouvoir faire un certain nombre d'activités complémentaires ou le vendredi ou le lundi en fonction de l'organisation. Je vais te faire une réflexion par rapport au nombre d'heures. Je pense que ça vient qu'à un moment donné, pendant le XXe siècle, on travaillait beaucoup en usine pendant d'heures, et à un moment donné, peut-être les syndicats, je te dis ça, je ne sais pas si je l'ai entendu ou je l'ai lu, mais les syndicats ont dit on va réglementer le temps du travail, on va travailler 8 heures. Le 8 heures vient d'où? On divise 24 heures par 3 et ça donne 8. Pourquoi? Parce qu'on avait des machines et en fait la productivité était liée au nombre d'heures. Bien sûr. Plus tu travailles, plus la machine va travailler, ou l'opérateur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les nombres d'heures travaillées, c'est toujours le bon indicateur, le bon paramètre pour la valeur qu'on apporte à notre travail? Je pense, ma perception, c'est qu'aujourd'hui, on utilise les heures parce qu'on n'a pas trouvé une autre façon de quantifier la valeur qu'on apporte à notre travail. C'est exactement ça. En fait, c'est un héritage. C'est un héritage d'un monde de très industriel. On a eu le charbon, on a eu le fer. Enfin, il y a toute une activité. Toi qui connais bien le métier automobile aussi. Donc, tout est lié sur des lignes de production, des équipements à mes dispositions, du personnel, des cadences horaires de machines. Et de dire, à la fin de la ligne de production, je dis une bêtise, à la fin de la ligne de production, on doit sortir 200 voitures par heure, on doit faire ceci, on doit faire cela. Donc en fait, ça veut dire que tout le travail, effectivement, a été historiquement calé sur ça, sur des cadences machines, sur des cadences horaires. Après, et c'est là qu'il y a une petite différence avec les anglo-saxons, c'est que souvent, nous, peut-être culture française et peut-être dans d'autres pays de l'Europe de l'Ouest, on est de la culture sur les moyens qu'on va mettre en œuvre pour arriver à un objectif. D'accord. Donc plutôt une obligation de moyens, alors que les anglo-saxons, je pense, de ce que je connais un petit peu, ils s'en fichent des moyens. Eux, ce qui leur intéresse, c'est le résultat. Le résultat. Donc, et nous, je pense que là encore, on est dans un carcan. C'est-à-dire qu'on se dit, on est là, on veut un objectif, mais nous, tout de suite, on va être, ah oui, mais quels sont les moyens qu'on met? Quels moyens humains, quels moyens matériels, quels moyens ceci, quels moyens cela? Et donc, comme on a toujours été sur cette histoire de moyens, et qu'autour des machines, il faut des hommes, c'est aussi là qu'il y a eu l'émergence et le vivier des syndicats. C'était quand même, on était dans la protection des salariés. Enfin, le travail, normalement, je dirais, de l'ouvrier au PDG, enfin, chaque personne qui constitue une entreprise doit avoir les mêmes droits. Mais là, on était tout de suite sur le défensif protection, parce il faut augmenter les cadences. Si on avait une culture en disant, on doit arriver à cet objectif, et que cet objectif, on en fasse une démarche collégiale, je pense qu'il y a déjà quelques années ou quelques décennies où ces mécaniques de comparaison de productivité de cadence se seraient assouplies. Mais aujourd'hui, de toute façon, on le voit bien, et dans des secteurs des nouvelles technologies de l'informatique, toutes les méthodes Scrum, les méthodes agiles, les méthodes ceci, les méthodes cela, en fait, entre le début et la fin, ce qui se passe au milieu, ils s'en fichent. Ouais. On a un objectif, il faut qu'on développe telle application. Et c'est pareil, si tu responsabilises les gens dans ce challenge-là,
En fait, c'est plus l'employeur qui va dire il faut travailler Bora 5 heures, 8 heures, 10 heures par jour. C'est la personne qui va être suffisamment impliquée dans le process qui va auto-réguler ses horaires. Et on le voit bien dans le télétravail. Tout à fait. Avant, quand tu n'avais pas le télétravail, sur des postes même de développeur, de chef de projet, d'administratif, voilà, je dis une bêtise, 8h midi, 13h, 17h30. D'accord. Et ben moi, j'ai constaté dans l'entreprise où je travaille que des gens qui, depuis des années, travaillent dans ce fonctionnement parce que c'est leur cadre qu'on leur donne. On leur dit, vous êtes comment dirais-je, employé, vous êtes agent de maîtrise, vous êtes cadre, mais vous devez rentrer dans un cadre début, fin. Donc les gens, ils rentrent dans ce cadre. Mais quelque part, ils le subissent plus qu'autre chose. Et ce qui est marrant maintenant, c'est que depuis 2 ans, sur les mêmes personnels, la même population, sans rien leur demander, et c'est bizarre. Tu peux recevoir des mails de ces personnes beaucoup plus tôt qu'avant. Parce qu'avant, c'est je dois arriver au bureau à telle heure. Alors que maintenant, et on le voit dans beaucoup d'entreprises, tu t'aperçois que les premiers échanges mails dans l'entreprise sont beaucoup plus tôt qu'avant, ou des fois beaucoup plus tard. Parce que quand tu es dans ton entreprise et que tu dois être 8, 12, 13, 17h30, voilà, tu as 17h30, t'as fini et tu ne peux pas éventuellement lier quelques plaisirs agréables d'aller chercher tes enfants à 16h30. Tu peux pas le faire. Alors c'est sûr, tu remplis ton vase jusqu'à 17h30, mais tu vas pas au-delà. Alors que maintenant, quand tu es en télétravail, mais je suis intimement persuadé que dans l'environnement que je suis ou dans d'autres, il y a des gens qui sont en télétravail, qui vont avoir commencé une demi-heure plus tôt le matin, qui forcément vont réduire leur pause déjeuner avec l'objectif de faire un break de 16 à 17 heures pour pouvoir aller chercher leurs enfants à l'école ou les emmener à l'activité sportive. Et avant, c'était fini. Et maintenant, les gens se remettent éventuellement derrière leur PC et continuent à travailler une demi-heure, 3/4 d'heure. Et je le vois bien en fait. La quantité de travail n'a pas changé, mais ce qui est marrant, c'est la différence des amplitudes horaires entre le mode télétravail et le mode bureau. Et en productivité, on n'y perd rien. Très intéressant. Il y a une chose que tu as dit, c'est aussi une perception que j'ai ici en France. Moi, je parle de la France parce que c'est presque le seul pays où j'ai l'expérience professionnelle. C'est vrai que j'ai travaillé 1 an et demi en Espagne, mais c'était aussi une entreprise française. J'avais des managers français, donc je parlais que de la France. Mais ma perception, c'est que on cherche toujours à se protéger. On cherche souvent, je ne vais pas être extrémiste, mais on cherche souvent, là où les endroits où j'étais, à se protéger du risque. Quand on va faire une action, une chose, on dit, ok, on va faire ça, mais c'est quoi les risques? Alors que c'est vrai que le discours que j'entends des cultures anglo-saxonnes, c'est, elle est où l'opportunité? Voilà, tu as tout résumé. Mais c'est l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Moi, dans l'environnement professionnel, je ne parle pas de moi, pas cette prétention-là, mais moi, je considère qu'un bon manager ou un bon patron, c'est justement ces gens qui ont la culture du risque et qui assument le risque. Et dans des boîtes, on ne va pas citer dans celle où tu travailles, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, alors beaucoup de strates de management, parce que le N, du plus 1, et en plus, ces gens-là, effectivement, n'ont pas la culture du risque, ni de l'opportunité. Donc, ils ne voient pas l'opportunité, et comme ils n'ont pas non plus la culture ou le challenge du risque, tu crées une certaine inertie. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va avoir une idée, et en France, déjà, on va t'expliquer pendant un petit moment pourquoi il ne faut pas le faire. Alors que potentiellement, en anglo-saxon, tu dis, mon idée, elle est là. Lui, il ne va pas passer 1 heure à t'expliquer, ah ouais, mais c'est compliqué, c'est risqué, et puis on n'a pas ceci, là. Lui, il va dire, ah ouais, c'est une sacrée opportunité. Et après, il va dire, banco, j'y vais, je me mouille en tant que manager et donc je vais travailler pour te mettre à disposition les moyens, les besoins, dans la mesure du possible, que je vais pouvoir te mettre à disposition pour réussir ce challenge-là. Et ça fait la différence aussi, parce que ça, c'est très franco-français. On est très critique envers les patrons, mais la culture entrepreneuriale, les vrais entrepreneurs, c'est des gens qui savent identifier des opportunités et qui savent prendre des risques. Il n'y a aucun grand patron aujourd'hui, hormis si c'est l'héritier de la 8e génération et qu'il est né avec une cuillère dans l'argent et qu'il récupère l'étage de l'entreprise du groupe de génération. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun patron
qui peut réussir si à un moment de sa vie, Mhm. il n'a pas identifié une opportunité ou Mhm. des opportunités dans sa carrière et s'il n'a pas pris de risque. Mhm. Mhm. Euh, J'allais te poser la question suivante que je ne vais pas faire, mais la question que j'avais, c'est est-ce que c'est la même chose, éviter un risque, qu'aller chercher une opportunité? Mais dans ce que tu dis, je le vois d'une autre façon. J'ai l'image d'un conducteur, un pilote qui est dans un circuit, il va prendre un virage et tu as un mur à côté. Donc, en fait, soit tu peux regarder le mur et dire oula, j'ai peur, je vais contre le mur, soit tu dis ah bah le virage il finit à 100 mètres. Mais en fait, finalement, c'est la même chose. Tu dis un patron doit chercher l'opportunité en évitant les risques. C'est pas où éviter les risques Pas forcément en évitant, en les gérant. en les gérant, oui. Si tu prends l'image de ton pilote, il Ouais. a un virage à la corde et il y a le mur. Hmm. Après, il y a deux choses. Soit il n'est que sur la gestion du risque. Ouais. Et il va se dire très vite, ça sert à rien que j'essaye de prendre à la corde, c'est trop risqué. Hmm. Soit il va avoir une approche de j'ai l'opportunité de le doubler dans le virage, Hmm. mais je sais que cette opportunité, il va falloir que je gère le risque Hmm. de ne pas être trop proche du mur. Hmm. Je pense que c'est un mix. Et les patrons d'entreprise, c'est pareil. À un moment donné, ils ont des idées, ils ont des envies, ils ont des opportunités. Et quelque part, a posteriori, ils gèrent le risque. Hmm. Moi, je suis dans un environnement, voilà, mon patron a 74 ans. Hmm. Voilà, il s'est créé tout seul. Et il dit souvent, j'ai eu des opportunités, d'accord? Et les risques, je les ai gérés, oui, mais après. Hmm. Parce que si au moment de l'opportunité, Hmm. je commence à lister tous les risques potentiels, Hmm. eh ben, au bout de 3 jours, l'opportunité, elle a disparu. Et justement, je ne prends pas le risque Hmm. de la saisir et de me lancer. Hmm. Et là, c'est une mentalité effectivement complètement différente. C'est la façon de voir en fait. Mais c'est culturel. Les choses comme sont comme elles sont, on ne peut Oui. pas changer les choses, on ne peut pas changer l'environnement, mais c'est ton regard. Oui. Et après, je dis c'est culturel. Hmm. Les anglo-saxons n'ont pas la même culture. Voilà, c'est pas pareil. D'accord, ok. Très bien. Je voudrais revenir sur la partie perception, car tu viens d'évoquer à ton chef, à ton patron, qui a 74 ans. Et qu'est-ce que tu penses, quelle est ta perception sur la perception des autres générations sur le travail? On a déjà parlé des jeunes, où on construit notre vie et autour, on a le travail pour nous nourrir. Quelle est cette vision de cette génération qui t'a précédé, qui est en ce moment en fin de carrière? Est-ce que tu penses que cette génération, elle a aussi évolué, elle a dû s'adapter, ou il dit, bon, je vais finir ma carrière, je finis comme ça, le travail c'est la chose la plus importante? Après, tu sais, ça va dépendre de l'humain. Ouais, de chaque personne. T'as les gens qui sont mindés, c'est travail. Voilà. Et jusqu'au bout, jusqu'à la retraite, jusqu'au dernier souffle, c'est des gens qui ne sont câblés que pour aller au boulot, que pour travailler. Pourquoi? Parce que peut-être que socialement, ils ne se sont pas construits une vie à côté. Ils n'ont pas forcément des hobbies culturels, des hobbies sportifs. Après, je peux me mettre à leur place. Eux-mêmes sont issus d'une génération, puisque quand on parle de gens 70-75 ans, c'est ce qu'on appelle la génération du baby-boom. Hein. Ouais, C'est-à-dire des gens qui sont nés, je dirais, au milieu ou juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils sont connus dans des valeurs de travail qui étaient, il fallait reconstruire, avec les 30 glorieux, c'est-à-dire des croissances économiques pendant 30 ans phénoménales, avec des évolutions de salaire. Voilà, moi, j'ai connu mon papa qui me racontait que si tu en avais marre d'un job, tu pouvais arrêter un job le vendredi et en retrouver un lundi. Ouais. Parce qu'il y avait de la demande, mais ils étaient dans cette notion quand même des valeurs de travail, voilà, inculquées par leurs parents, leurs grands-parents, qui voyaient trimer 60 ou 65 heures de boulot par semaine. Donc, cette génération-là, qui a aujourd'hui 70-75 ans, ils ont été baignés par ça. D'accord ? Eux, ils ont connu au début de leur carrière les 4 semaines, plus les 5 semaines de congés payés. Ils ont connu à la fin de leur carrière l'aménagement du temps de travail, les RTT, et puis vu le nombre d'heures de travail par semaine diminuer. Mais quand ces gens-là, quand ils ont eu 25-30 ans, travaillaient 50-55 heures, 60 heures par semaine,
si tu veux, ils ont été élevés dans une valeur du travail où le travail, c'était. Et quand tu travailles 60 heures par semaine, il ne te reste pas grand-chose pour faire, tu vois, beaucoup de temps pour faire autre chose. Ouais. Donc, je pense que eux, effectivement, ils ont connu ça. Mhm. Et moi, je connais des gens qui, quand ils te parlent du travail, et tu le vois dans le discours, c'est le travail des années 60-70. C'est le travail tel qu'ils l'ont connu à eux. D'accord ? Et jusqu'il y a encore très peu de temps, parler à ces gens-là d'aménagement du télétravail, du télétravail, de ceci, cela, c'était inconcevable. Ouais. Sauf qu'il y a des événements comme la pandémie. Et là, après, c'est simple. Hein, c'est où tu luttes, mais in fine, tu as perdu le combat, où tu t'adaptes. Et comme dirait un de mes deuxièmes patrons, puisque dans la boîte où je suis, sont deux cofondateurs, au bout d'un moment, quand il te dit... il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis sur le télétravail. Tu te dis, voilà, c'est gagné. C'est-à-dire qu'ils ont connu des valeurs de travail ancestrales qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et à mon avis, rien de ce qu'on on vivra dans quelques années. Et force est de constater qu'ils sont obligés de s'adapter. C'est une question d'adaptation. C'est une question d'adaptation. Hein. Très bien, très bien. Et là maintenant, j'aimerais bien, on a parlé un peu de l'organisation du travail, mais j'aimerais bien connaître un peu plus de toi. Comment tu t'organises le travail, ou si tu peux me raconter un peu l'évolution, comment tu t'organisais le travail, comment tu t'organises aujourd'hui. Tu as parlé des méthodes de travail, le Scrum, l'Agile, dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois. Comment tu fais cette organisation du travail? Alors, moi, c'est un peu marrant parce que sur le télétravail, j'ai eu deux perceptions. Je me souviendrai, je pense comme tout le monde, mais je me souviendrai du discours du président Macron un 16 mars à 20h, nous disant ça y est, c'est la guerre, et la mise sous confinement total de la France le mardi 17 mars à midi. Et moi, j'ai fait partie des gens qui étaient... moi, j'ai eu du mal à comprendre le message, toi. Puis la guerre, enfin bon, la guerre. Et ce qui était marrant dans mon entreprise, c'est que le discours le lundi soir, le mardi, tous les gens étaient là, les gens de production, les services support, les informaticiens. Et j'ai qu'un regret ce jour-là, c'est de ne pas avoir pris quelques photos entre les bureaux à 11h58 et les bureaux à midi 1. Et là, je me suis dit, bon, pour l'interview, c'est la diaspora. Tout le monde est parti. Et j'ai eu ce sentiment, puisque nous, on a des activités très IT, mais on a aussi une activité de production. On imprime, on met sous pli des documents. Enfin voilà, on a une activité de production, on a les lignes de production. Je me suis dit, moi, je me vois pas partir comme ça et laisser les gens de prod quelque part tout seul. Donc, après, c'était mon choix. D'autres, effectivement, ont fait télétravail systématiquement. Moi, ça a été mon choix, et de dire, et donc, ce 17 mars jusqu'à la première levée un peu de liberté qui était le 11 mai, moi je suis allé quasiment bosser, enfin quasiment tous les jours aller au boulot. Alors une matinée, partie en début d'après-midi, j'ai aménagé mon temps de travail, mais j'y suis allé pour justement faire un peu ce lien entre tous les gens qui étaient partis et eux. Après c'est mon choix, j'aurais pu faire d'autres choix. Et après je me suis dit, quand il y a eu le deuxième confinement, là je me suis dit, bon Fred, faut que tu t'adaptes toi aussi. Donc là, je me suis dit, voilà. Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à m'organiser et de me dire, alors j'aime bien les choses carrées, moi je suis un peu carré, cartésien, et de me dire, ok, je vais le faire, mais il faut que je m'organise. Donc j'ai commencé au niveau de mon agenda à dire, voilà, je vais faire 1 ou 2 journées de télétravail par semaine. Donc c'est là que j'ai commencé. Mais toujours dans une certaine organisation. Typiquement, quand je sais que je vais être en télétravail, c'est soit parce que je vais avoir une après-midi, on va me faire enchaîner, ou je vais enchaîner les calls, les Teams. Donc je fasse les Teams de chez moi ou d'un bureau extérieur ou du bureau, ça ne change rien. Ou alors, c'est parce que je vais me dire, je vais profiter d'être en télétravail avec moins d'éléments polluants, moins de téléphones qui sonnent, moins de gens qui viennent te voir pour j'ai ci, j'ai ça, pour travailler sur des sujets comme le budget, comme travailler sur des relectures de contrats, d'avenants de contrats, où là, l'avantage d'être, si tu es en télétravail, tu es calme, tu es posé, tu n'es pas trop embêté, et tu gagnes en productivité. Donc voilà, moi je me suis réadapté là-dessus, mais contrairement à certains qui ont fait le grand saut, le Big Bang, 17 mars 11h55, je suis dans un mode de fonctionnement, et puis à midi je bascule. Moi j'ai pas pu faire le grand saut, toi. C'est-à-dire que j'étais sur le haut du viaduc avec l'élastique, mais j'ai pas pu faire grand saut tout de suite. Mais tu l'as fait. Mais je l'ai fait après parce que je me dis,
J'ai vu comment fonctionnaient certains de mes collègues. J'ai vu les gens qui me disaient il y a du bien, il y a du pour, il y a du contre. Et après, mais bon, je me suis fait ma propre idée. Et aujourd'hui, je suis dans un fonctionnement qui me va très bien. Ça permet de toute façon, effectivement, d'organiser mon temps de travail. Je crois que mon patron n'a pas à se plaindre de ma productivité. Mais ça permet effectivement de faire des choses en dehors du travail que culturellement je n'avais jamais intégré. C'est de temps en temps aller chercher mes enfants à l'école. C'est de temps en temps me dire le midi, au lieu de faire une pause déjeuner, je vais aller faire une petite partie de padel ou de sport. Et c'est une organisation complètement différente. Donc, tu as maintenu cette organisation. Oui, je pense que ça se maintiendra. Ça se maintiendra parce qu'après, c'est toujours pareil. Hein. On a 35, on a 40, 45, 50. Donc à chaque, pas chaque année, mais je fais tous les 5 ans ou tous les 10 ans, tu as aussi toi-même ta perception vis-à-vis du travail, ton implication, ta productivité qui change aussi. Et cette perception, elle change. Mais on a l'avantage, a posteriori, quand même, d'avoir connu cette rupture qu'est la pandémie. Parce que je pense que la pandémie, là, 2 ans, mais je pense qu'en termes d'évolution sur l'organisation du temps de travail, la perception par rapport au télétravail, l'organisation, l'acceptation de ce mode de travail, je pense qu'on a gagné 10 ans, 15 ans, facilement. Et sans avoir perdu de la valeur. Je ne veux pas utiliser le mot productivité, mais sans avoir perdu la valeur que tu apportes. Tu as changé ta façon de travailler, mais tu n'apportes moins de valeur qu'avant. Non, c'est la même. Ce que je dis toujours, je fais un parallèle, hein, sans aucun jugement de valeur, mais un individu, si, quand il est au boulot, n'a pas une super productivité, élan, enfin peu importe, tu le prends au boulot, tu le mets en télétravail, c'est à minima la même chose. D'accord. Mais des gens qui ont cette notion effectivement de productivité, je veux dire, un bon élément, moi dans l'environnement de l'entreprise, des bons éléments qui étaient pendant des années au bureau, en télétravail, je retrouve les mêmes bons éléments. J'ai pas de surprise. J'ai pas eu de bonne, alors j'ai pas eu de mauvaise surprise. C'est-à-dire quelqu'un qui était bon en présentiel, entre guillemets, il est bon à distance. Quelqu'un qui n'était pas très bon, il n'est pas très bon. Par contre, le fait d'avoir introduit du télétravail par rapport à certains profils qui étaient dans les relations un peu conflictuelles, parce que c'est des gens qui depuis quelques années poussaient à ce qu'on voudrait faire du télétravail, et alors pour eux ça a été une bouffée d'oxygène. Parce que ça aussi, ça leur a permis des choses qu'ils avaient au fond d'eux en disant, j'en connais certains ça faisait 2-3 ans qu'on était challengés sur le management, sur il faudrait faire du télétravail, et en fait ça a été une bouffée d'oxygène. Donc ils sont maintenant aussi bons qu'ils étaient avant. Par contre, je vois des gens avec le sourire quand ils viennent au bureau que je ne voyais pas avant, parce qu'avant ils avaient envie de faire ce télétravail, mais l'organisation de la structure de la boîte ou de la mentalité faisait qu'on ne pouvait pas leur apporter ce service, et que quelque part maintenant on leur apporte le service. Et on le voit bien, si les gens aujourd'hui sont satisfaits par ce mode de travail, c'est parce que ça leur permet de faire à côté de leur travail des choses complémentaires qui étaient très compliquées et qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Et ces gens qui sont plus satisfaits de la façon de travailler, est-ce que tu penses qu'ils ont augmenté la valeur qu'ils apportent dans leur travail? Ça restait pareil? Ça a diminué? Je pense qu'on est entre à minima la même chose, voire quelques gains dans la valeur du travail. Ça m'intéresse beaucoup parce que il y a quelques minutes, on a parlé que en France, enfin dans le monde, on quantifie le travail par rapport au nombre d'heures, qu'on ne sait pas faire autrement. Mais toi, en tant que manager, tu as une perception que les gens apportent plus de valeur avec cette nouvelle façon de travailler. Cette perception, tu la vois comment? C'est un sentiment qui te vient? C'est vraiment, tu dis, ces gens font plus de dossiers, la production a augmenté. Qu'est-ce qui te passe par la tête pour dire leur valeur parce que ça m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'on a dit, la seule façon qu'on connaît aujourd'hui, c'est avec le nombre d'heures. Mais toi, déjà en tant que manager, tu dis que ça a apporté quelque chose. Donc... Oui, ça apporte de la valeur parce que quand tu as un projet informatique, tu as un début, tu as une fin, je ne sais pas à toi, je vais faire au fond de ça, et tu as un certain nombre de livrables. Et aujourd'hui, cet aménagement du tas de travail qui permet
à quand même des profils qui sont quand même un peu sous pression. Hmm. Parce que quand tu es chef d'un projet, tu sais quand tu démarres, tu sais là où tu dois arriver, la route qui peut être pleine d'embûches, tu la maîtrises pas. Donc c'est quand même des trucs assez stressants. Mhm. Et le fait qu'ils aient un meilleur équilibre dans leur organisation du temps entre le pro, le perso, et qu'ils aient de temps en temps la soupape, Hmm. Hmm. c'est ce que je te dis, je prends Hmm. souvent l'image, on en discute au bureau, je prends souvent l'image de la sortie d'école. Aujourd'hui, tu as un chef de projet, il démarre sa journée, et voilà, il arrive en fin de journée, il est sous pression, ça avance pas comme il veut. Hmm. Donc, il a tout un tas d'éléments polluants qui étaient autour de lui, et en plus, en étant au bureau, Hmm. d'accord? Avec derrière un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure de route, tu vois. Mhm. Alors que quand tu te mets en quand tu les laisses travailler dans ce mode de télétravail, Mhm. enfin, je veux dire, moi, j'ai pas mis de webcam, je leur mets pas de chrono, je leur mets pas de trucs sur le PC pour savoir quand est-ce qu'ils connectent. Mais je le sais puisque je le vis moi-même. Mhm. Donc, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis aussi. Mhm. C'est que tu te dis, ben, il va être sous pression, mais là, je sais qu'entre 16 et 17, il va avoir sa soupape. Mhm. Il va débrancher du PC, il va se vider la tête, il va aller chercher ses enfants à l'école, il va passer le goûter avec eux. Voilà, une demi-heure. Et quand il revient Mhm. au bout d'une heure, eh ben, il revient avec une tête fraîche Mhm. et non pas la tête une heure avant où il commence à être rincé. Parce que c'est quelque part cette soupape, ces bouffées d'oxygène qui permettent, à mon avis, de faire tout aussi bien, si ce n'est mieux. Et après, c'est pas toi aussi je vais l'apprendre, un chef de projet, Mhm. c'est un chef d'une équipe. Mhm. D'accord? Donc si le chef de l'équipe, il est tout le temps tendu, sous stress, sous pression, à un moment donné, ça va être contagieux, il va la contaminer d'autres, il va créer de la tension. Alors qu'à un moment donné, le fait justement d'avoir ces soupapes, ben, ça permet un petit peu de dégonfler tout ça et ça te permet d'être. Voilà, moi j'ai des profils, je les trouve aujourd'hui, alors qu'ils font le même job, ils ont les mêmes missions, ils les font tout aussi bien, si ce n'est mieux, en termes de création de valeur, Mhm. mais je les sens qu'ils sont plus, voilà, plus sereins, plus épanouis, quoi. C'est marrant parce que là, je te demandais d'une façon de mesurer la valeur. Avant, c'était les heures. Tu m'as parlé, ce que j'ai compris avec mon expérience, mes croyances, tu m'as parlé du bien-être. Oui, Du coup, j'adore parce que là, c'est dire, maintenant, on va mesurer l'avancement d'un projet, par exemple, par les bien-être des participants du projet. oui, parce que les participants, alors c'est toujours pareil. À Mhm. chaque fois que dans l'évolution du travail, ce qu'on appelle l'ISO, hein, Mhm. donc tu connais bien l'ISO 9001, ça. Mais à un moment donné, c'est pareil, on veut toujours tout codifier. Donc ce qu'on est en train de faire en démontrant par les faits, en donnant de la souplesse, voilà, eh ben, ça fait quelques années, dans le cadre des démarches RSE des entreprises et des grands groupes, qui soient automobiles ou d'autres, c'est ce qu'on appelle la QVT. Mhm. Le conseil de la Qualité. qualité de vie au travail. Mhm. D'accord. On a des boîtes, alors ce qui n'est pas le cas de la mienne, parce qu'on n'a pas des moyens et on n'est pas une multinationale, mais voilà, donc on essaye là encore. Alors il faut que dans les RSN, partie QVT, tu as des boîtes qui ont des happiness managers maintenant quand même. Mhm. Donc ça c'est pareil, tu te dis, moi quand je discute avec des anciennes générations, quand tu leur dis dans des boîtes maintenant, on embauche des happiness managers Mhm. et qui disent mais ça sert à quoi ça? Et ça sert au maintien de la qualité de vie au travail, l'environnement, la salle de pause sympa, le canapé, la télé, le baby-foot. Ah bon, parce qu'on peut. Voilà, donc là tu as une vraie rupture. Mhm. Mais je pense que oui, nous dans notre boîte ou dans des petites structures, je pense que dans les faits, on applique ce genre de concept. Mais oui, permettre du télétravail sans l'encadrer, ça c'est pareil. Mhm. Mhm. Ça sert à rien de vouloir encadrer le télétravail en Donner des disant règles. il faut mettre des règles. Oui, tu peux faire du télétravail, mais c'est ou tel jour ou tel jour. Je pense que ça, certaines sociétés vont vouloir le faire. Mhm. Parce qu'on a bien vu pendant tous ces événements, confinement, déconfinement, que le gouvernement entre guillemets, français, que la ministre du Travail qui vient de passer première ministre, a poussé pour essayer à ce que les entreprises réglementent tout ça. Mhm. Mais je vais être un peu cru. Si on fait ça, je pense que c'est une véritable connerie. Mhm. Faut justement toute cette évolution d'organisation de temps de travail doit nous permettre de sortir du carcan, du code du travail, des règles. Et le télétravail, ça doit être un outil pour arriver à un objectif Mhm. qui doit être la valeur de ce qu'on doit délivrer, un projet, un service, un bien industriel.
C'est ça qui doit être mesuré. Hmm. Mais pas de dire le télétravail, c'est surtout pas le lundi, pas le vendredi, parce qu'on veut pas que ça soit adossé au week-end. C'est encore régler des choses avec des règles. C'est encore, voilà. Donc je Mhm. pense qu'il faut laisser un maximum de liberté. Après, on peut pas non plus laisser faire tout n'importe quoi, mais tout ça amène à des concepts, effectivement, comme la qualité de vie au travail. C'est un environnement sympa, c'est une salle de bourse sympa, c'est des postes de travail sympas. C'est tout un tas de choses Ouais. pour mettre, je dirais, le salarié dans les meilleures conditions. Et avec ça, ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on fait tout ça, Mhm. au final, c'est pas le manager ou c'est pas l'employeur qui va fixer les objectifs de productivité, la valeur. Ça va être la façon dont je dirais l'équipier, le salarié va arriver à son objectif. Et c'est ça la vraie valeur. Et moi, je vois comme dans un monde de service, moi, la vraie valeur, c'est qu'est-ce que dit le client à la fin. Voilà. C'est une perception. C'est une perception. J'adore ta réponse parce que je t'explique un peu mon expérience. Dans ma boîte précédente, à un moment donné, on me nomme responsable de déployer des méthodes de travail. Dans ces cas-là, c'était des méthodes agiles. D'accord. Je travaille pendant une année. Le retour que j'ai des collaborateurs, des participants de l'entreprise, c'est qu'ils se sentent mieux, ils parlent plus avec leurs coéquipiers, parce qu'ils échangent plus, le travail il est mieux organisé, même le manager il dit les gens s'expriment mieux, on a une conversation plus ouverte. À un moment donné, je fais une présentation à des chefs, ils me demandent mais cela, combien d'argent va nous faire gagner? Moi je regarde avec les yeux grands ouverts et je dis je ne sais pas. D'un côté, je comprends le manager qui est habitué à argent. Donc, j'investis 1 euro, je veux que ça me donne le ROI. 1,50 €. Je comprends bien, je me mets à sa place. Mais le fait que tu me dises c'est le bien-être parce que finalement, ça va apporter plus, ça me reconforte. Ça me reconforte parce que déjà, moi personnellement, on va dire pour mon ego, le travail que j'avais fait, c'est bien. Donc, une personne en dehors de la boîte où j'étais, mais dans le même discours, et aussi pour le projet maintenant que je lance, je t'en ai parlé, je vais me mettre à mon compte pour justement améliorer la façon de travailler. Et peut-être c'est à travers de cette ligne-là que je dois aborder, parce que quand je me présente à mes clients, je dis, je vais améliorer la façon de travailler. Mais les gens ne le voient pas, les gens pensent en euros. Et c'est normal. Mais oui, parce que quand tu dis, je vais améliorer la façon de travailler, il y en a 9 sur 10 qui vont dire, alors ils vont mieux travailler, améliorer la productivité, donc je vais être gagnant. Et combien je gagne? Et combien? Oui, mais ça ne m'étonne pas. Mais déjà qu'il y a quelqu'un comme toi qui pense à ça, ça me dit qu'il y a des autres personnes qui pensent comme toi, donc il y a des clients possibles. Il y a quelqu'un que j'ai rencontré, il m'a parlé du terme en anglais, les early adopters. Oui, early adopters. Early adopters, les personnes qui vont adopter des nouvelles technologies ou cette façon de travailler. Donc, j'ai adoré cette dernière réponse. Ok, écoute, si ça te conforte dans ce que tu as fait et dans ce que tu veux faire, je suis content. Et là, on approche à la fin. Ok. Et je vais te poser des questions en dehors du travail pour qu'on finisse en douceur. Je vais te poser 3 questions. Tu peux répondre quand tu veux. La première, c'est, j'aimerais bien que tu me dises une œuvre. Ça peut être un podcast, un film, un livre, un article qui t'a inspiré. Donc, une œuvre qui t'a inspiré. La deuxième, c'est une personne qui t'a inspiré, si tu peux me parler d'une personne qui t'a inspiré. Et la troisième, c'est un endroit aussi qui t'a inspiré. Alors, une œuvre, excuse-moi, c'est un peu restrictif, mais Alors, donne-moi la réponse que tu veux. Il y a un concept, mais on en avait déjà un petit peu parlé là, qui date des débuts des années 90 là, qui avait été mis en place par l'armée américaine, qui s'appelle VUCA. Vulnérabilité, incertitude. Et ça, ce concept VUCA, c'est extraordinaire. Ouais. Comment la période qu'on vient de vivre avec le Covid, puis qui va se poursuivre avec en gros toute la bulle inflationniste qui va à peu près toucher tout le monde, toutes les problématiques que l'on a en matière première et tout. Et ça, je trouve, et donc j'ai relu un article il n'y a pas très très longtemps, je pourrais
te redonner la source. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien applicable. On est exactement ça. C'est-à-dire qu'on pensait, avant cette période de pandémie, contrôler tout, tout mesurer, qu'on avait le manche, qu'on savait tout décider. Et là, avec cette période-là, ben, on s'aperçoit qu'on a des vulnérabilités. Est-ce que tu peux expliquer justement, pour si jamais quelqu'un nous écoute, c'est quoi VUCA? Alors VUCA, de mémoire, c'est un terme anglais, donc c'est Vulnerability, Uncertain, et Uncertainty, des insert, ouais, Complexity, complexe, et le A, c'est ambigu. Ambiguity. Et en fait, je vais prendre un exemple qui est dans mon métier. D'accord. Dans mon métier, on a besoin d'acheter du papier pour imprimer des documents. Et on est aujourd'hui sur un marché qui pendant des années a été stable, qui a été plutôt en décroissance de volume, qui était à des prix relativement bas. Et avec le Covid, plus le conflit russo-ukrainien, depuis un an, est en bouleversement total. C'est-à-dire quelque chose qui était stable, qui était connu, sur lequel tu n'avais pas de vulnérabilité, puisque en gros, tout le monde trouvait du papier, tout le monde le trouvait à peu près au même prix, et dans les mêmes délais. Là, tu es passé sur quelque chose qui évolue tout le temps. Des hausses de matières premières, la pâte à papier augmente, les produits chimiques, les adjuvants chimiques dans la fabrication du papier augmentent, la chlorine, les agents de blanchiment augmentent, l'énergie augmente. Et à tel point que c'est quelque chose c'est comme une bulle inflationniste. C'est-à-dire qu'on a des augmentations de tarifs régulières. Certains, depuis quelques mois, ont été obligés, en plus de leur coût de production même, de mettre en place ce qu'ils appellent des surcharges d'énergie. C'est-à-dire que dans certains pays où sont basés les papetiers, qui sont tellement dépendants du gaz russe ou d'autres gaz, ça a tellement augmenté qu'ils mettent. Et là, on est sur quelque chose qui n'est plus du tout maîtrisé. Donc aujourd'hui, se dire, je peux avoir du papier à des prix plus ou moins corrects dans les délais, mais il a fallu complètement réadapter le modèle et s'adapter. Donc voilà, s'il y a des gens qui peuvent regarder sur le site web, sur des podcasts, vraiment sur le concept VUCA, ça c'est bien. Ensuite, tu m'as demandé un personnage, une personne. Qui m'a inspiré sur la notion du travail. En général, c'est la première chose qui te vient à l'esprit, qui t'inspire, peut-être pas lié au travail, ou aussi. Moi j'ai un background universitaire d'histoire, donc j'ai plein de gens dans l'histoire française qui m'inspirent. Alors t'en donner qu'un, ça me gêne. Si tu veux bien, je vais t'en donner 4. Vas-y. Même 5. Premier, c'est Charlemagne. D'accord. Époque médiévale, pour Charlemagne. Deuxième, c'est François Ier. D'accord. L'époque Renaissance. Ouais. Nous avons Louis XIV, voilà, qui reste le roi soleil. Donc les nostalgiques de l'expansion, quelques guerres avec nos amis hispaniques d'ailleurs. Ensuite, Napoléon Ier, qui a aussi fait la grandeur de la France, mais on en reparle tout à l'heure, c'est bien, c'est aussi cadré le code du travail, le code civil, tout ça, cette partie-là. Et je pense, et un dernier qui est le général de Gaulle, qui est, je pense, l'homme politique qui nous a fait sortir de l'après-guerre, voilà, et sans obédience ou politique, voilà. Ça c'est pour un des personnages, alors c'est mon background d'histoire, mais qui ont structuré, et j'espère que peut-être que dans quelques années, on aura mon 6e personnage préféré, qui aura révolutionné l'organisation du travail, fait plein de choses pour nous, la fin, et surtout pour nos enfants et les générations à venir. Et après, tu me dis un lieu. Un endroit, oui. Alors, un endroit, dont je suis. Mais là aussi, c'est le côté un peu historique, pour lequel je suis tombé sans le charme. J'ai eu la chance d'y aller 2 fois. C'est Jérusalem. Jérusalem. Ouais. Pourquoi Jérusalem, pourquoi? Parce que c'est pareil, c'est bercé d'histoire. Et la vieille ville de Jérusalem, en elle-même, c'est toute la complexité du monde et des relations humaines quand même. Tu rentres dans une vieille ville dans laquelle en fait tu as 3 quartiers, voire même 4, enfin 3 quartiers. Le quartier juif, le quartier orthodoxe, le quartier arménien. Tu as à la fois c'est multiculturel, multireligieux, et tu as le poids de l'histoire. C'est l'un, alors je n'ai pas la prétention, je n'ai pas fait le tour du monde loin de là, mais c'est par contre l'un des endroits où la première fois je suis arrivé,
Et bon, je suis rentré je m'en souviens encore, par le quartier arménien, et on a été très vite devant le mur des lamentations. Et c'est là que quand tu passes le checkpoint, tu as une esplanade avec quelques marches, et quand tu commences à descendre cette marche, que tu vois le mur des lamentations là, et le dôme doré juste derrière, bon, il fait chaud, tu vas me dire, hein. Et là, et tu sens le poids de l'histoire. Et je m'en souviens, la première fois où j'ai eu la chance de visiter, il y avait eu 2 événements qui étaient très proches. C'était une dizaine de jours après le décès de Jean-Paul II. Ouais. Et donc là, je ne te dis pas le nombre de croyants catholiques que j'ai vus avec le port de la croix, monter les 12 stations jusqu'à l'église du Saint-Sépulcre, où j'ai eu le plaisir de rentrer, mais qui était bondé. Il avait ouvert aussi 15 jours avant, j'étais dans le cadre d'un déplacement professionnel, j'ai eu le chance de visiter, le musée de la Shoah. D'accord. Pareil, qui est à la fin, qui est plutôt sur le Nouveau Jérusalem. Et là, c'est pareil. Choix comme de choisir. Non, le musée de la Shoah, c'est toute la partie persécution des Juifs. D'accord. Donc tu rentres, pareil, et en fait, un musée qui est très bien fait, parce que quand tu rentres dans le musée, du début du musée, tu vois un tout petit triangle, un petit triangle lumineux. Et en fait, le musée de la Shoah, sur la déportation des Juifs, les camps de concentration, et en fait, le musée fait tout un tas de serpentins. Donc tu vois des images, tu vois des films, tu entends des bruits qui sont, qui rappellent le poids de l'histoire. C'est choquant. Et ce qui est très bien fait, c'est que plus tu avances, et plus ce triangle s'agrandit. Et en fait, quand tu arrives au bout du triangle, tu arrives sur un belvédère qui surplombe le Nouveau Jérusalem. Wow. Et il y avait toute cette symbolique. Donc voilà, moi c'est... Voilà. Après, c'est une histoire de goût, mais vraiment, si un jour tu as l'opportunité, D'y aller. vraiment, vraiment le vieux Jérusalem, de passer de ces quartiers où tu vois un changement, bien entendu, un changement de culture, un changement de religion, c'est quand même assez bluffant. Parfait, ok. Voilà, okay. voilà. Bon, Frédéric, merci beaucoup de ton temps. Avec plaisir. Ça a été une conversation très enrichissante. J'ai beaucoup appris. Désolé, j'ai pas pu le faire en espagnol parce que mon niveau d'espagnol est catastrophique par rapport à ton niveau de français. On fera la prochaine en espagnol, pas de souci. Okay. Et merci beaucoup. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement. Avec plaisir. Et puis, je te remercie bien.